Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où c'est plus la qualité de la musique qui prime, tu vois. Mais par contre, frère, si tu connais pas ma musique, tu me dis, frérot, il faudrait que tu fasses un morceau up-tempo, ça tirait bien, nique ta race. Je te parle même pas, moi. Ça boit, ça sniffe, ça se pique énormément. Pourquoi selon vous? Ah, par souffrance, parce que ça va pas, par détresse. Je vois beaucoup le monde de la musique comme un non-métier. Et j'entends ça dans le sens où quand tu fais un vrai métier et que t'es pas content, tu peux faire une grève. Alors que quand un beatmaker est pas content, ça sert à rien qu'il fasse une grève parce qu'il y a d'autres beatmakers qui sont meilleurs que lui en fait. Donc si t'es pas content, on passe à quelqu'un d'autre quoi. Le rap, c'est l'entrepreneuriat, c'est la débrouille, on arrive avec des bouts de ficelle, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, on peut pas tout faire. Bipolarité, dépression, addiction, stress, burn-out. On nous le répète souvent, les jeunes vont mal. Les médias publient des chiffres effrayants. Entre 2014 et 2021, la consommation d'antidépresseurs chez les jeunes a augmenté de plus de 62%. Entre 2018 et 2021, on constate une hausse de 23% des idées suicidaires. En cause, selon eux, la crise du Covid-19, l'inflation, l'emploi précaire et, parmi ces jeunes, beaucoup viennent d'entrer sur le marché du travail. Ils sont au début de leur carrière et, pour certains, ont réalisé leur rêve, travailler dans l'industrie de la musique. Un quotidien qui fait des envieux, idéalisé et associé au faste de la période sexe, drogue and rock'n'roll de la fin du siècle dernier. On considère les jobs de la musique comme des métiers passion, mais ils charrient eux aussi leur lot de déconvenus, mènent au craquage, voire même, dans les cas les plus graves, à la dépression. C'est bon. C'est parti. Les mots genre dépression, tout ça, c'est des mots que tu vas entendre dans des films, dans des trucs comme ça. Et tu sais pas vraiment ce que c'est, je pense, si tu n'y es pas confronté en fait. C'est vrai que c'est un sujet, on va pas se mentir, il y a quelques années, nous-mêmes on connaissait pas ce mot, ce concept. On se posait juste la question, est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on arrive à tenir le coup? De toute façon, quand on est en dépression, généralement on fait rien. Hein. Quand on dit on fait rien, on a du mal à aller aux toilettes, on se douche pas. C'est vraiment, on reste dans le lit, dans le noir et ça s'arrête là. À un moment, tu vas pas bien et effectivement, tu peux déprimer, tu peux être anxieux et pas savoir quoi faire et tu finis en arrêt maladie ou en burn-out sans que personne sache trop quoi faire parce que on se dit que c'est pas si anormal que ça de se surmener, de se retrouver sous l'eau, d'aller au bout de ce métier passion en fait. Chanteurs, compositeurs, producteurs, journalistes musicaux, attachés de presse, employés, jeunes ou moins jeunes, ils sont aussi confrontés, dans l'industrie de la musique, à de la précarité, au stress, au harcèlement, à des phénomènes d'addiction et à de la pression de la part des labels. Selon la dernière étude de l'association Cura, 15% ont été diagnostiqués comme souffrant de dépression. Il n'y a aucune des souffrances qui sont liées à l'industrie de la musique qui est nouvelle depuis 10 ans, je pense, depuis l'avènement des réseaux sociaux. Tout ce qui se passe, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas bien parce que XY, c'est extrêmement prévisible, je sais très bien ce qui se passe, il n'y a rien de nouveau. On est triste parce que les contrats qui se passent mal sont les mêmes contrats, les codes juridiques n'ont pas changé, le succès c'est la même chose, l'échec c'est la même chose, l'indifférence c'est la même chose. Alors qu'il y a 10, 20 ou 30 ans, on ne se posait même pas la question du bien-être au travail concernant les métiers dits créatifs, parce qu'évidemment ce n'est pas la même pénibilité qu'un travail à la chaîne. Ces dernières années, les langues se sont déliées. En cause, les progrès de la société, les mouvements sociaux qui encouragent les prises de parole comme MeToo et la recrudescence du freelance. Dans ce monde du travail 2.0, on ne signe pas de contrat, on est son propre patron, on est libre de ses mouvements mais facilement remplaçable et on ne peut pas, par exemple, avoir recours au prud'homme en cas de litige avec son employeur. Alors qu'ils travaillent dans la musique et que cette industrie engrange beaucoup d'argent, ces travailleurs sont souvent précaires, surmenés ou mal informés. Souvent, ils n'osent pas parler. Parce que travailler dans la musique, c'est faire ce qu'on aime, alors on ne peut pas se plaindre. Ça change pas, je pense qu'on n'est jamais libre dans toutes les professions possibles et encore moins en tant qu'artiste parce que même si on nous fout vraiment tout seul devant un miroir, on se sentira toujours pas libre. En fait, on est tellement dans cette course à la productivité, au fait de faire tout vite, tout bien, avant les autres, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais tout a presque été déjà fait en fait. Donc il y a cette course aussi à être original, à créer de nouveaux concepts. Aujourd'hui, être juste un bon rappeur, ça suffit clairement pas.
Il faut avoir une dégaine, il faut avoir quelque chose à dire, il faut faire un buzz à un moment donné, il faut faire un docu, faire des super clips. Et au bout d'un moment, en fait, on a tellement d'attentes et d'ambition que l'industrie a beau engranger de l'argent, en fait, ça suffira presque jamais. Quand ça se passe mal, on ne sait pas à qui s'adresser. L'État ne force pas les grandes entreprises de la musique à prendre soin de leurs artistes et de leurs employés et ne régule pas le travail indépendant. Surtout, l'industrie de la musique souffre de ses propres clichés. Eh les mecs, arrêtez les cachetons. Au quartier, ça sent le Tranxen 500. T-Schmidt, fonce carochite, ça sent le SL 500. Elle est encore vue de l'intérieur comme un milieu de strass et paillettes qui ne laisse pas de place à la faiblesse. Plus spécifiquement dans le rap, qui n'est pas vraiment une musique construite sur la fragilité et ne vient pas d'endroits où on se dit que c'est normal d'aller voir un psy, alors on se tait. Depuis quelques années, les rappeurs parlent de plus en plus de leurs états d'âme dans des morceaux. Alors où en est réellement la santé mentale dans le rap français ? Comment gère-t-on sa carrière quand on travaille dans cette industrie ? Comment je vis dans la vie, c'est chelou, ouais. It feels so good to see all of my brothers, all my music family, and all of New York City standing behind the crazy nigga from the interviews. Aux États-Unis, la santé mentale est devenue une revendication, voire une tendance. Billie Eilish, par exemple, a pris la parole dès le début de sa carrière, admettant publiquement être atteinte du syndrome Gilles de la Tourette et se déclarant sauvée par la musique. No, it's really weird. I haven't talked about it at all. The most common way that people react is they laugh because they think I'm like trying to be funny, right? They think I'm going like as like a funny move. Et les rappeurs aussi. Kid Cudi a été précurseur en la matière. L'écorché vif a levé le voile sur sa dépression et ses pensées suicidaires dès 2016. I don't feel like that. Yeah, and it's pressure. Like, yeah, it's pressure. it's like doing a comedy, but you're miserable. Yep. It's like my life was like this show, and I was always supposed to be on. Yep. But like when the show was over, I was completely miserable. Kanye West a fait de sa bipolarité le titre d'un album, I Hate Being Bipolar, It's Awesome. Et Megan Thee Stallion parle de ses angoisses dans son morceau Anxiety et a même lancé une plateforme de thérapie en ligne pour les gens souffrant de dépression. Kendrick Lamar, lui, parle de son addiction au sexe, de sa sobriété, de son psy dans son dernier album. Si des maisons de disques américaines ont fait des troubles mentaux de leurs artistes des outils marketing, en France, on n'est pas tout à fait dans cette logique. Des rappeurs en parlent ponctuellement dans leur musique, comme Nekfeu, Dinos, Vald ou Damso, mais restent encore souvent silencieux dans les médias. La vie de star est un milieu carcéral de luxe. Beaucoup de putes, de gens qui scrutent des moindres gestes pour les répéter de films, pour se la péter pour dire à tous leurs potes qu'ils étaient là quand ils étaient, c'est ça la célébrité. J'arrête pas, depuis le début d'année, on est des artistes, on n'est pas des putains clics, putain. Je crois que j'ai des problèmes dans ma tête, faut porter ses cojones et voir un psy. Mon roi me dit que c'est un truc de papou, mais tu sais ça qu'on est humain aussi. J'ai envie de me suicider comme Kid Cudi. J'ai envie de me suicider comme Kid Cudi. Même s'ils se sont parfois confiés dans leurs morceaux, la plupart des plus gros vendeurs de disques de ces dernières années n'ont pas répondu à nos sollicitations. Les managers confient en off n'avoir jamais vu leur poulain se mettre dans un tel état pour écrire un album. On n'est pas au niveau peut-être des anglo-saxons qui ont ce côté très mis en avant du well-being, etc. Parce que c'est presque... ils mettent des mots sur tout et c'est très bien fait. Ici, je ne sais pas si on n'a pas envie ou si c'est plus un truc de flemme en fait. On ne sait pas trop par quel bout prendre ça. Déjà en France, on a peut-être mis plus de temps à se rendre compte qu'être artiste, c'est vraiment un métier. Il y a toujours eu un truc, je sais pas si c'est mondial, mais en France, il y a ce côté l'artiste roi, le côté moliérien de on va dire la culture française, et du coup, le côté tabou de l'artiste perturbé, tout ça. Pour comparer avec la musique classique, par exemple, je pense qu'il y a forcément quelque chose en lien avec les
prédétermination sociale des gens, en fait, quand on, sans vouloir enfermer dans des clichés, dans des cases, quand on peut faire de la musique classique à un niveau professionnel, c'est possible qu'on soit issu d'une famille où c'est normal de se dire qu'on peut aller voir un psy si ça va pas. Là où c'est pas nécessairement toujours le cas dans le rap, on pense moins spontanément que dans un cadre professionnel, à un moment donné, ça peut valoir le coup d'être assisté sur des questions de comment les gens se sentent. Pour comprendre pourquoi la question de la santé mentale dans le rap est encore soumise à l'omerta, il faut revenir au fondement de cette musique. Elle est, par nature, associée à la virilité. Et se rappeler des raisons pour lesquelles les gens se lancent dans la musique. Travailler, percer, réussir, se faire connaître, c'est surtout l'accomplissement d'un rêve. Je voulais vraiment être prêt pour n'importe quel aspect dans le milieu artistique, pour être sûr de réussir dans un truc. Je voulais pas finir dans un bureau. Cette problématique, puisqu'on parle de rap, souvent en fait elle s'applique à des gens qui sont indépendants. Une des beautés, un des avantages qu'il y a dans le rap et la musique actuelle en général, c'est qu'on peut se lancer, on peut se dire je peux le faire tout seul, je peux me lancer tout seul. DIY à fond, je peux monter mon studio, je peux monter mon label, je peux sortir mon clip, je peux exploser sur YouTube, je peux le faire tout seul. C'est un peu le défaut des métiers passion. C'est des métiers finalement très autodidactes, on y rentre parce qu'on est vraiment passionné, on se forme sur le tas et ça c'est vraiment génial. Si on parle d'argent, je crois que la première fois que j'ai été payée pour parler de rap, c'était au KLM. Donc avant 2016, je n'ai jamais été payée pour parler de rap. Si vous travaillez avec des maisons de disques, en tant que journaliste, photographe, etc., c'est pas souvent là où les cachets sont les plus importants. C'est pas souvent là où on vous paye tout de suite. Bah oui, mais bon, ça s'appelle le capitalisme. Les gens les plus haut placés rapportent de l'argent, mais encaissent cet argent-là, mais cet argent n'est pas distribué. Pour réussir, on sacrifie beaucoup. Artiste comme job de l'ombre, on accepte de travailler sans relâche ou sans rémunération, en se disant que ça paiera plus tard. Et de la même façon, on se dit qu'on n'a pas de quoi se plaindre, parce qu'on fait ce qu'on aime, qu'on est jeune et que l'argent viendra plus tard. Pour être artiste, il faut être extrêmement exigeant, extrêmement rigoureux. Pour quelle raison? Parce que l'artiste n'a pas, comme le commun des mortels, la possibilité d'avoir un patron qui dit « tu n'es pas à l'heure ». Comme on est tout seul, on ne respecte aucun cadre horaire. On travaille le plus possible pour pouvoir subvenir à nos besoins. On travaille la nuit, des WhatsApp à 3h du matin pour régler des trucs hyper nuls qui n'ont aucun intérêt. On s'épuise la santé pour ça. Je crois que je commence à devenir dingue. Je n'ai plus peur de rien. J'affronterai tout avec la force de mes mains. Je fais des études de communication, donc j'avais mon autre taf à côté. Tu vois, j'étais assistante de communication et relations presse. Et j'étais dans un... En fait, j'ai eu 2 semaines où vraiment, je faisais du 10, 18, 19 des fois. Tu fais du 10, 19, et je vais au studio juste après le taf. Je sors du studio à 4h du matin et je retravaille. Je dois être au taf à 10h. J'ai fait ça pendant 2 semaines. Et là, j'ai compris. J'ai compris que tu vois, faut pas blaguer avec la santé. Tu vois. Et là, ouais, burn-out direct. On est tellement obligé de multiplier les activités et justement, des fois, de saisir les opportunités quand elles sont là, parce que quand elles passent, peut-être qu'elles ne se représenteront plus. Et des fois, on se retrouve avec des mois où on a accepté de faire énormément de choses et on n'y arrive juste pas. Dans le rap, tout va très vite. C'est un terrain d'innovation incroyable, en évolution perpétuelle, qu'elle soit musicale, technologique et marketing. Il faut produire constamment, la concurrence est dure, et des albums de nouveaux artistes sortent toutes les semaines. Moi, tu vois, je vais te dire, les retours que j'ai aujourd'hui, par exemple, c'est des chiffres de stream, des tweets, mais t'as vu des tweets masterclass, tu vois, ça c'est rien en fait. On parle trop de chiffres, on parle trop de maisons de disques. Les boss, les patrons, c'est les artistes. Faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est les artistes qui décident, tu vois quoi. C'est pas le public, c'est pas les maisons de disques, c'est pas le marketing, c'est... Tu vois. Et du coup, je pense que la musique est bonne quand elle est décidée par l'artiste. Après, attention, il y a tous des trucs de DA et tout, tu vois, il faut pas faire n'importe quoi. Mais il faut laisser les émotions des artistes être pures à un maximum, je pense. On est dans une société de surconsommation. La musique se consomme très vite. Aujourd'hui, tu vois, tu sors un album, j'ai l'impression qu'un album, maintenant, il a une durée d'1 semaine. Des gens abandonnent ou des gens se sentent mal, des gens attendent perpétuellement derrière des chiffres
terrifiants, qui n'ont aucun sens des deux côtés, hein. Autant quand on a un projet qui fonctionne que quand on a un projet qui ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui mettent leur vie dedans, tu vois. Quand tu fais un album, tu livres des choses, tu prends beaucoup de temps. Juger tout le travail de quelqu'un comme ça en une semaine, c'est bizarre un peu, tu vois. On a tout un amas, une quantité immense de chiffres qui nous vient. On ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait même pas trop quelle est la réalité de ces chiffres. Il faut qu'on réussisse à gérer ça par nous-mêmes. C'est souvent ça qu'on fait comme métier quand on travaille dans le rap aujourd'hui, on travaille pour les réseaux sociaux. On est confronté à des réalités sectorielles qui n'existaient pas il y a 10 ans. Ils sont dans ce truc où il faut qu'ils saisissent les opportunités parce que sinon ça va partir et que leur temps va être dépassé. Il faut qu'ils sortent des morceaux parce qu'on va les oublier. Il faut qu'ils soient en train sur TikTok parce que sinon peut-être on va leur rendre leur contrat, etc. On l'a appris récemment. Des grands labels ont demandé à des chanteuses pop et R&B qui cartonnent, comme FK Twigs ou Charlie XCX, de poster telle ou telle photo sur les réseaux sociaux ou de créer le buzz. Dans l'industrie du rap, être artiste, c'est aussi être un objet marketing, mettre en scène sa vie sur Instagram ou TikTok, quitte à se déconnecter de la réalité, être perdu entre soi et son image, et encaisser tous les commentaires des haters sur son apparence, sa virilité ou sa féminité. Je pense qu'aujourd'hui, si je suis artiste, mon métier, c'est pas de mettre ma chanson sur Spotify, c'est de mettre ma photo sur Instagram. Et du coup, l'impact que ça a est en réalité assez similaire. Si ma photo, elle est pas assez likée, elle est pas assez suivie, les gens ils vont pas aller cliquer sur ma chanson. Vu que je me suis construite avec les réseaux depuis le début, quand les réseaux nous lâchent, il y a un côté où on a l'impression que littéralement tout nous lâche en fait. Tu passes ton temps en tant qu'artiste non pas à trouver les chemins qui te permettent de créer ce que tu as envie de créer, mais d'atteindre des gens qui ne sont même pas là pour toi. À partir du moment où ton visage est exposé, ton nom, que n'importe qui peut venir commenter alors qu'on avait un peu tendance à croire qu'on était dans quelque chose d'assez bienveillant, qui était le hip-hop, qu'avec des connaisseurs, entre guillemets. Là, on change de public. Quelle est l'image que je renvoie, malgré moi aussi, celle aussi que je veux renvoyer, parce que même si on ne se pose pas la question, quand on fait de la vidéo, et même aussi quand on fait une émission de radio, en plus on est en équipe, il faut malgré soi rentrer dans un personnage. C'est très compliqué d'avoir une bonne image qui te correspond. Moi, tu vois, parce qu'en fait, t'es obligé un peu de la transformer si tu veux qu'elle intéresse. Et moi, j'ai un peu du mal avec ça. Je galère un peu même, tu vois. Je suis un peu une galère sur TikTok et tout, tu vois. Genre, je pourrais faire des trucs, en vrai, faire péter mes sons, tu vois. J'en suis sûr que je pourrais le faire, tu vois. Et moi, comment j'ai du mal. Comment ça m'énerve, tu vois. En plus du poids des réseaux sociaux, être artiste, c'est se balader dans la rue en pensant toujours à la possibilité d'être reconnu. Sans vouloir dire des trucs de fou, tu vois, mais là, je suis en survêt, je vais acheter des pâtes à Carrefour. Là, je suis pas la personne qui te donne de l'espoir tous les matins. Là, moi, j'ai la tête par terre et je pense à moi, tu vois. Et j'ai pas la force d'échanger avec toi parce que juste, je pense à autre chose. Donc ça, des fois, c'est compliqué tout le temps d'incarner ce truc-là. En fait, c'est ça, le plus dur, c'est pour tes proches. Parce que tu leur imposes quelque chose, tu vois. Tu vois, dans tes relations amicales, amoureuses, t'imposes un truc de fou, en vrai, tu vois. Hier, c'était mon premier jour de repos depuis je sais pas combien de temps. J'étais chez moi tout seul. En vérité, je pensais à ma sortie de projet, je pensais à ce qui n'avait pas été. Bah avant, tu vois, même pour mes vieilles tantines, j'étais juste un petit con, tu vois, qui... Enfin, elle me kiffait, hein, attention. Mais tu vois, j'étais le petit con qui travaillait pas à l'école et qui fumait en cachette, tu vois. Maintenant, je suis le même petit con, mais par contre, ça va, tu vois, je m'en sors dans la vie. Pour le coup, même, tu vois, mes vrais proches, ceux qui s'en tapent le cul par terre de ma musique, en vérité. Mais les mecs les plus proches de moi, c'est ceux qui en ont le plus marre, en vrai. C'est ceux vraiment qui en ont le plus marre. Moi, ça va. Parce que, genre, je sais pas, j'ai épongé, tu sais, donc en public, ça va. Moi, je remarque même pas qu'on me regarde. Mais eux, ils ont trop pété les plombs. Tu vois, en plus, moi, j'ai une petite ville, t'as vu, petite bourgade, tout se sait, quoi. La vie d'artiste, c'est souvent vu comme des soirées, du sexe, de la drogue, de l'alcool qui coule à flot. Do coke immediately, even before I had cereal, breakfast. Whoa. And then I would have a beer, and then I would smoke weed. So, like, I never wanted people to know I was doing cocaine, so the beer and the marijuana leveled me out in a way where I was able to walk in the streets and talk and seem as though I wasn't on anything. But deep inside, I'm just like, zing! You know, with my face, I'm just like, yeah, that's right. You know, but... Dans une société qui glorifie le vice, on s'en vante. Les textes de rap en sont le meilleur exemple. Pourtant, il s'agit souvent de réelles addictions.
La quantité d'alcool et de drogue qui circulent dans le milieu artistique, c'est quelque chose de tout à fait importante et qu'on banalise, et c'est une erreur. C'est la compétition, c'est le challenge constamment, tout ça. Donc oui, évidemment que ça peut emmener à des des phénomènes d'addiction. Tu vois, moi j'ai déjà vu, tu vois, moi c'est même pas des choses qu'on m'a racontées, j'ai déjà vu de mes propres yeux des personnes glisser. Souvent on me dit c'est par rapport au stress, par rapport à... Ils ont besoin de réfléchir, ils ont besoin de décompresser, etc. Je dois en faire plus à cause de mon sexe, je te jure c'est dommage. Et quand j'en parle on me dit d'arrêter d'en faire tout un fromage. En 2020, Pauline Duhart devient la première femme noire à être nommée à la direction d'un label de rap dans une major. On parle encore aujourd'hui de rap féminin pour qualifier la musique des rappeuses. Des réalités sexistes dans un milieu qui peine à remettre en cause la place des femmes ou même le concept de virilité. Au studio, mes premières sessions, j'étais la seule meuf souvent au studio puisque c'est un milieu essentiellement masculin. Tu vois, moi j'ai commencé par faire des prods, donc la personne qui m'a appris à produire c'était un beatmaker. En tant que femme dans ce milieu, on se pose aussi la question parce que on nous appelle quand il reste une place. Et puis il faut choisir entre les quelques femmes qu'il y a, ou des fois on ne nous appelle pas du tout. Je compte même pas le nombre d'émissions, il n'y a que des hommes autour de la table et ça ne dérange évidemment personne. Je suis arrivée au séminaire, il y avait genre 9 gars, j'étais la seule meuf. Tu vois. Et donc quand t'arrives dans ce truc, les gens ils sont là, ah ouais ok, machin, machin. Et t'arrives, direct, tu fais ton taf et tu vois direct. Dès que tu as commencé à taffer, à montrer, l'heure d'après, le comportement change parce que les gens ils disent ah ok d'accord, elle est là pour une raison, tu vois, elle n'est pas là pour je sais pas quoi. On vous met en concurrence alors qu'aussi vous êtes très différentes et des concurrences un peu malsaines, pas forcément que pour le travail, c'est-à-dire que les gens peuvent un peu choisir et identifier les femmes respectables des femmes non respectables. Sur le problème du sexisme dans le rap et plus généralement dans la musique, on constate certaines avancées de la part des institutions, mais aussi des labels. La problématique des questions femmes-hommes dans l'industrie de la musique et les violences sexuelles et sexistes. C'est un domaine où il y a véritablement des choses qui ont évolué. Typiquement, le Centre national de la musique, qui est censé être une maison commune pour les gens qui travaillent dans la musique, a mis en place un protocole. Le Centre national de la musique contribue au financement des projets via des subventions. On ne peut pas obtenir de subvention du CNM si on n'a pas suivi une formation en lien avec les violences sexistes et sexuelles. Chez Believe, on a clairement un programme global pour toute la boîte qui s'appelle Believe for Parity. Les plateformes de streaming ont mis des choses en place. On n'est pas encore au niveau et au niveau de diversité auquel on devrait être, mais je pense que les choses bougent. On l'a compris. Le bien-être des artistes et de tous ceux qui gravitent autour est lié à leur environnement professionnel. S'ils n'ont pas fait le choix d'être indépendants, ils s'en remettent à l'entreprise qui les emploie. Le label. Quand on est artiste, on a la possibilité de signer ce qu'on appelle un contrat d'artiste avec un label qui va financer la création et l'exploitation de la musique. C'est un contrat de travail et l'entreprise s'engage à promouvoir les œuvres de l'artiste et à lui fournir les outils nécessaires à la création. Lui s'engage à être productif. C'était charmé, ouais. C'était un moment assez spécial. Je sentais qu'il se passait quelque chose, quoi. Je sentais qu'enfin il y avait de l'intérêt pour moi. C'était génial. Je me suis senti beaucoup soutenu parce que juste avant ça, c'était assez compliqué. J'étais entouré de pas mal de gens qui voyaient plus le business que la musique. Je me suis senti plus protégé dans le sens où, en termes de droits, en termes de musique, je sais que ma musique, elle va quelque part cette fois-ci. C'est pas, on attend que ça atterrisse quelque part. Non, c'est quelque part, donc on est en train de viser chaque cible. Pas une seule fois, je me dis ça va mal se passer, tu vois. Pas une seule fois, je me remets en question, même pas une seule fois, j'ai un doute, tu vois. C'est vraiment, à ce moment-là, t'es trop bien, parce que tout le monde est là pour toi. Tu sais que c'est ton avenir, là, t'as genre tes années qui sont assurées pour un petit moment, tu vois, et c'est à toi de gérer ton bise. Pourtant, parfois, tout ne se passe pas vraiment comme prévu. À échelle de maison de disques, c'est pas la première question qu'on va poser quand on signe un artiste. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que te donner 100 000 € pour ton avance, là, c'est pas trop pour toi? Tu vas pas réussir à gérer? Non, on se pose pas la question. Si j'étais Universal, j'en aurais pas grand-chose à faire que Damso soit en dépression. C'est normal pour personne de passer de l'anonymat à la notoriété pleine, totale sur les réseaux. C'est pas humain, ça. Il faut accompagner les gens. J'étais signé en édition en tant que compositeur chez Sony dans le passé. Je me rappelle que j'étais assez surpris
au moment de ma signature, d'avoir un directeur artistique qui allait développer mon projet, d'avoir un type au juridique qui m'expliquait ce que ça voulait dire, l'avance que j'allais signer. Mais après, c'est tout, j'étais un peu livré à moi-même. J'aurais engagé un avocat. Parce qu'on rigole, mais c'est vraiment pour le coup très important puisque c'est des contrats qui durent plus ou moins longtemps. Et quand on n'a pas de connaissances juridiques ou des choses comme ça, c'est quand même très important, peu importe ce qu'on signe en fait. On se doit d'être au courant et on se doit de pouvoir au moins négocier un minimum. On se doit vraiment savoir ce que l'on va faire avec les labels, quoi. On constate qu'il n'y a pas tant d'évolution que ça à échelle sectorielle. Sans doute qu'au sein des maisons de disques, il y a des petits, oui, peut-être des petits ateliers qui se mettent en place de temps en temps, mais il n'y a pas de logique du bien-être chez les majors, même chez les indépendants. Effectivement, on n'amène pas, c'est pas dans la culture de l'industrie d'amener quelqu'un des RH à un rendez-vous, même si quelque part, un contrat d'artiste, dans la loi, c'est un contrat de travail. Donc ça pourrait presque devoir être le cas. Je pense que là-dessus, les choses doivent peut-être aussi bouger. Si des choses sont parfois mises en place dans les maisons de disques pour veiller au bien-être des artistes et des employés, concrètement, on ne sait pas trop quoi. Et c'est surtout pas répandu partout. Contactés par nos soins, certaines majors n'ont pas répondu à nos sollicitations. Mais du côté des artistes indépendants, c'est pas si rose. Ils sont leurs propres patrons, doivent tout gérer, financer eux-mêmes la création, la promotion, voire la diffusion de leur musique, quitte à parfois se laisser submerger. Ils sont encore plus mis en face de la pression et des problèmes de santé quand ils sont eux-mêmes propriétaires de leurs œuvres. Ce qui aujourd'hui est le modèle qui est en train de se démocratiser un peu partout dans le monde, c'est que les artistes récupèrent leurs droits. Ce qui est une bonne chose, mais attention, ça demande beaucoup de travail en plus et ça implique des responsabilités, ça implique de la propriété, ça implique des responsabilités financières, fiscales, légales et même psychologiques parce qu'on est son propre employeur. 2023. La société évolue. 38 ans après les premières victoires de la musique, les langues se délient. Comme dans d'autres domaines, l'industrie musicale est secouée par des révélations sur des violences qui y sont perpétrées. Parce que certaines choses bougent, comme les questions de la discrimination ou du sexisme, que des mouvements comme MusicToo sont lancés sur les réseaux sociaux, il est peut-être temps, pour beaucoup d'acteurs de l'industrie, que les choses changent vraiment concernant la santé mentale. Chez Believe, il y a des ateliers là-dessus très régulièrement avec tous les salariés, on en parle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour, dans les budgets contractuels à dépenser, est-ce qu'il n'y aura pas Moi j'adorerais qu'on puisse, que comme il y a des poches pour créer du contenu ou pour participer à la création des projets, qui est potentiellement demain des dépenses réservées à la santé mentale ou à la nutrition ou plein de choses. Il y a beaucoup de tremplins par exemple, donc il y a des systèmes qui accompagnent les artistes qui se lancent dans les métiers, le faire, les Inuits du Printemps de Bourges. Donc c'est des tremplins où des jeunes artistes peuvent être accompagnés pour le développement de leur carrière et dans le cadre de cet accompagnement, il peut leur arriver d'avoir un kiné qui va venir les voir, un ostéo, des gens qui peuvent un peu leur parler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les artistes? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer techniquement? Et pas juste nous on est là, on est sympa, ça va bien se passer, tout ça. Non, ça c'est pas dans les actes et dans les contrats du coup, parce que juste après l'art, il y a les affaires et donc il y a le contrat qui doit refléter la collaboration entre un artiste ou un producteur et l'industrie. La problématique de la santé mentale ou du bien-être, c'est pas une directive gouvernementale. C'est pas la même puissance. Du coup, on peut pas être dans la même dynamique. Moi, j'aimerais bien que ce soit la même chose en fait. Arrêter de surcharger les gens, de faire croire aux gens qu'on peut occuper tous les postes. On peut pas être DA, faire de la prod de clip, en même temps faire de la compta, de la facturation, chercher des prestataires, ce n'est juste pas possible. C'est vrai qu'on est dans ce truc un peu... le rap, c'est l'entrepreneuriat, c'est la débrouille, on arrive avec des bouts de ficelle, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Et je pense qu'il faudrait que les pouvoirs publics, les organismes de subvention, les avocats, les syndicats de la musique, l'UPFI ou le SNEP aient une vraie discussion là-dessus pour pour faire avancer les choses, de la même manière qu'on l'a fait sur la diversité ou la parité. Pour améliorer le confort et le bien-être de tous, des solutions existent. Permettre un cadre global pour les indépendants et pour les labels et, au-delà des artistes, convenir d'un plan pour tous ceux qui travaillent autour, les gens des médias, les beatmakers, les régisseurs. Écoutez, peut-être payer bien les artistes, première chose. Donner aux artistes les moyens de se sensibiliser au fait qu'ils puissent
eux-mêmes, parce que l'industrie de disques n'est pas la babysitter des artistes. Parfois, il faut réussir à avoir juste des fonds pour permettre aux uns et aux autres de payer les séances de réparation. C'est le cas dans certains labels aux États-Unis ou au Canada, par exemple, où il y a des enveloppes qui sont prévues, qui peuvent être utilisées ou non, pour accompagner les artistes une fois qu'ils sont signés. Donc, par exemple, le label de Mac DeMarco au Canada, il signe Mac DeMarco, il y a 1 500 $ qui sont prévus s'il a besoin d'aller voir un kiné parce que sa tournée elle est épuisante, ou un psy parce que c'est difficile pour lui, ou un personne qui va être spécialisée dans la gestion du track, un physiothérapeute qui va l'aider à mieux positionner ses mains sur la guitare. Tout un tas de choses qui sont cohérentes avec la logique capitaliste de l'industrie. Je ne m'inscris pas en faux contre ça. C'est des outils, tout simplement, qui permettent aux uns et aux autres de mieux pratiquer leur métier et ainsi de générer mieux de l'économie à l'échelle industrielle. Pour certains, il faut réussir à encourager la création d'un métier en plus, d'une personne ressource qui va être capable d'intervenir sur 2 points essentiels, la prévention et la réparation. Parce qu'on s'en souvient, travailler dans le rap, c'est, la majorité du temps, avoir accompli l'un de ses rêves de gosse. Alors pour moi, le rap, quand j'étais jeune, ça représentait vraiment un espace d'expression, de liberté, de connaissance aussi. J'ai appris énormément à travers le rap. J'ai appris des choses qu'on ne nous apprenait pas à l'école. J'ai compris des réalités sociales auxquelles j'étais pas forcément confrontée. C'est ce qui est beau dans le métier d'artiste, c'est de pouvoir se permettre d'aller faire des choses comme ça, tu vois. Une chanson, avec le stream aujourd'hui, tu peux envoyer un morceau à quelqu'un, tu vois. Et juste si la personne, par exemple, écoute mon son et t'envoie, tu dis, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je ressens. Je pense que ce serait le plus beau des cadeaux pour moi, tu vois. En vrai, en tant qu'artiste. J'ai besoin de me rappeler tous les jours de kiffer, en fait, tu vois, de kiffer, de profiter. Parce que des fois, en fait, la fatigue de la journée, des choses extérieures, ça peut interférer et en fait c'est important de se dire non mais en fait profite, enfin tu vois, kiffe, en fait tu vois, en vrai ça te fait plaisir mais peut-être que c'est juste la fatigue ou le truc et du coup c'est bien parce que avec Roger, tu vois, mon coach du coup, tu vois, c'est cool parce qu'on peut en parler et tout et moi ça me fait kiffer, tu vois. Ce qui vaut la peine en fait vraiment, c'est le retour des gens. C'est le retour des gens quand les gens vous arrêtent dans la rue et vous disent franchement cette émission-là, c'était trop bien ce que tu as dit alors qu'on pense que personne n'a écouté. Ouais, ça fait plaisir. Quand des jeunes femmes viennent vous voir et vous dire moi aussi j'ai envie de devenir journaliste, voir des femmes et des femmes non blanches parler de rap, ouais, ça me fait du bien. Vous savez que j'avais fait une émission avec des rappeurs et ces gens-là que j'ai rencontrés, ils ont transformé socialement un certain nombre de personnes. Il y avait des gens qui étaient en prison et qui m'ont appelé de prison. Ils étaient en prison et m'ont appelé pour venir me rendre visite. Ils disent, monsieur, je sors dans 3 mois et 6 jours de prison et je viendrai vous rendre visite. Mais venez. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux de faire ces métiers et c'est tant mieux. On a effectivement beaucoup de chance parfois de pouvoir créer ou travailler proche de la création. Le travail, je ne pense pas qu'il est censé rajouter des souffrances de ce genre, et encore moins le travail dans la musique, encore moins le travail quand ce qu'on a envie de faire c'est travailler dans le rap. Non. On ne peut pas être déprimé parce qu'on travaille dans le rap.